au dixième de millimètre près, vous serez capable de lancer une pièce de façon à faire toujours apparaître pile. Sauf qu'aucun humain n'est capable d'avoir la précision dans la maîtrise de ses muscles pour lancer la pièce de façon exactement, avec la bonne force pour que ça arrive à pile ou face. Donc, de par notre impossibilité à maîtriser parfaitement la force nécessaire, etc., ça devient du hasard. Bon, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de prédire et c'est équivalent du hasard. Vous aurez autant de chance, effectivement, et on peut faire les mesures, de faire un truc qui pile ou face. Pour la météorologie, il se greffe un petit peu le même phénomène, qui est que, en fait, si on était capable de mesurer avec une infinité de précision les conditions climatiques, la force des vents, etc., on serait capable de prédire à long terme. Mais en fait, nos appareils ont des limites dans les mesures, et à cause de ces limites-là, nos capacités de prévision vont s'effondrer au bout de quelques semaines, etc. Alors ça explique un petit peu pourquoi, à l'horizon de 15 jours, par exemple, on n'est pas capable de prédire. Alors, en plus, non seulement on n'est pas capable de mesurer finement au début, mais en plus, la météorologie, c'est des équations compliquées, et c'est des équations d'un type pour lesquelles, si jamais vous faites une petite erreur au début, vous faites des calculs, l'erreur s'amplifie. Il y a un effet boule de neige. C'est pas parce que vous avez une toute petite erreur au début que ça reste une toute petite erreur à la fin. Non. Au fur et à mesure que le temps avance, l'erreur s'amplifie et tout ça, donc c'est la cata. Au bout de 15 jours, c'est à peu près l'horizon pour tout ça. Et en plus, c'est des calculs super compliqués. En gros, les plus gros ordinateurs en France actuellement, c'est sur des questions liées à la météorologie qui fonctionnent. Vraiment, c'est des choses, des calculs très complexes. Alors maintenant, pourquoi à très long terme, on arrive à prédire des choses? Eh bien là, c'est un petit peu le même fonctionnement que pour mes petites boules. Mes petites boules, j'en lance une, je ne suis pas capable de dire ça va aller plutôt là ou là. Mais la somme de beaucoup de choses aléatoires, on peut prédire des choses dessus. Donc, la météorologie à long terme, c'est un petit peu pareil. Il y a une somme d'événements aléatoires, mais on sait que de façon globale, ils vont se lisser les uns les autres, ça va donner des choses relativement prévisibles. Alors ça, c'est lié à tout un tas de questions aussi assez fascinantes, qui avaient été d'ailleurs adressées par Laplace, le même Laplace que tout à l'heure. Laplace, il se posait la question en philosophie de ce qu'on appelle le déterminisme. Donc, le déterminisme, c'est dans le sens le contraire du hasard. Est-ce que les choses sont déterminées par des équations, etc. Donc c'était une époque où Laplace ou d'autres mathématiciens trouvaient de plus en plus d'équations pour décrire tout l'univers autour d'eux. Donc ils croyaient assez dans cette vision-là de, voilà, on trouvait des équations pour tout prédire, etc. Mais s'il pousse, il a poussé le raisonnement, on aboutit à des choses assez surprenantes. S'il suffit de mesurer parfaitement quelque chose pour prédire le futur, ok, je le fais. Je vais mesurer par exemple tous les atomes qui me constituent, ils obéissent à des lois, et comme ça je vais pouvoir prédire le futur de mon déplacement, de ce que je pense, etc. La pensée, c'est des petites molécules chimiques qui bougent, etc. Donc, si je suis capable de savoir précisément, de mesurer toutes les variables qui nous entourent, je peux prédire tout le futur. Donc Laplace le fait avec la façon suivante. Je crois que c'est une phrase du genre: imaginons qu'il y ait une intelligence qui possède une connaissance globale ou complète de tout ce qui nous entoure, alors elle connaît tout le futur. Donc, vous pouvez greffer ce que vous voulez, ce que vous parlez de Dieu ou pas, c'est pas la question en fait, mais c'est juste, voilà, si jamais on est capable de mesurer tout, il y a des équations déterministes qui prédisent le futur, et voilà, on connaît tout le futur. Et donc, ça abolissait beaucoup de choses. Ça veut dire que le libre arbitre, il n'y en a pas. Si tout est prévisible, où est notre choix? Non, là, ce que je viens de dire, en fait, c'était décidé par des équations déjà il y a 10 minutes, 100 minutes, depuis l'éternité. Diderot, un petit peu avant, a écrit aussi sur la question avec le roman Jacques le Fataliste, où sans cesse il est en train d'explorer aussi ces questions-là du déterminisme, du libre arbitre et donc de la liberté. Alors, comment? Tout est normal. Au passage, cette vision qu'avait Laplace, voilà que tout est prédictible, c'est quelque chose qui a été, en un sens, mis à mal par des découvertes ultérieures en physique, où en fait le hasard est réapparu.
Il y a tout un tas de phénomènes en physique où il y a de façon intrinsèque du hasard. Alors, il y en a apparemment pour les molécules, on voyait tout à l'heure, ça s'agit comme du hasard, mais vous pourriez me dire, ah, ça semble du hasard parce qu'en fait les équations sont trop compliquées, l'humain n'est pas capable de les maîtriser, mais en fait c'est déterministe, et ce que nous est capable de voir, ça semble du hasard, mais ça n'en est pas. Alors, en un sens, c'est vrai, mais en allant plus loin, et en regardant des choses encore plus petites que des molécules, bien, il y a, en mécanique quantique, le hasard réapparaît encore, et c'est un domaine où, de façon intrinsèque, on ne sait pas enlever le hasard. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaisait pas à Einstein. Einstein lui-même avait parfaitement compris que c'était une conséquence de sa théorie, les théories de l'époque et tout ça, et que ça a obligé à introduire du hasard dans le monde qui nous entoure, dans les équations du monde qui nous entoure. Ça ne plaisait pas à Einstein, et Einstein disait, sans doute ça ne doit pas être la bonne théorie, on n'a pas trouvé la bonne théorie, et Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé. Il n'est pas possible que Dieu joue au hasard, le monde doit être plus joli avec du hasard quelque part dans certaines équations. Sauf que, depuis, on n'a toujours pas trouvé de théorie qui ne fasse pas intervenir le hasard pour expliquer le monde, notamment en mécanique quantique. Donc le hasard est quelque chose qui semble de façon intrinsèque, indispensable à une compréhension fine du monde qui nous entoure. Et, fort heureusement, de façon mathématique, on peut dire des choses dessus. Hein, la somme de beaucoup d'éléments, on peut dire des choses dessus. Alors, d'autres types de connaissances de notre environnement liées à l'astronomie, c'était le déplacement des planètes, etc. Et une question qui a préoccupé beaucoup de mathématiciens, donc prévoir les éclipses, les comètes, voir éventuellement est-ce que des planètes allaient se heurter, et que ça serait un événement apocalyptique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le problème des N-corps, donc notamment, par exemple, est-ce que si vous regardez la Terre, le Soleil et la Lune, est-ce qu'à un moment donné, ils vont rentrer en collision, etc. Donc il y a tout un tas de mathématiciens qui ont étudié ça, Newton, Kepler, etc. Et c'est intéressant parce que c'est un problème qu'on ne sait toujours pas résoudre à l'heure actuelle. Ce sont des équations qui sont tellement compliquées qu'on ne sait pas les résoudre. En faisant certaines hypothèses simplificatrices, on a trouvé comme ça des résultats importants. Par exemple, si on dit que l'une des masses des planètes est négligeable par rapport aux autres, on peut prédire des choses. Mais c'est des choses, on connaît les équations, hein, on connaît les équations, mais les résoudre et dire comment ça va évoluer à très long terme, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est pour ça aussi que des fois, quand on remonte dans le passé, on n'est pas forcément très bien capable de dire si telle planète était là ou pas. Là, je parle à l'échelle de milliards d'années. Hein, c'est pas donc la mécanique, on la comprend bien, mais les équations sont compliquées. Et c'est des évolutions hein, de ce que je disais tout à l'heure, c'est lié. Il faudrait avoir, en plus, il y a un autre phénomène qui est que si jamais on fait une petite erreur de mesure, eh bien, au fil de millions d'années, ça se décale complètement. L'erreur s'amplifie et donc les prévisions tombent complètement dans les choux. Donc c'est également quelque chose qui a donné lieu à ce qu'on appelle la théorie du chaos et pour lesquelles il y a encore de nombreuses études actuellement pour mieux comprendre ça. Alors il y a plein de résultats assez extraordinaires disant que oui, le système planétaire est stable, modulo le fait que certains angles sont on va dire, ne sont pas une fraction fois pi ou des choses comme ça. Donc ou sont une fraction fois pi, etc. Le pi 3, 14, 15, c'est des choses qui sont en fait complètement théoriques, parce que dire que le système planétaire est stable en fonction des décimales de pi, c'est complètement délirant, parce que vous imaginez bien que une mesure physique, il suffirait de changer l'une des décimales de pi à 0,00001 décimales, et ça changerait la stabilité du système solaire. C'est réaliste. Donc le résultat est un résultat mathématique. En pratique, il n'a pas d'intérêt. Il y a trop de phénomènes qui vont le perturber, etc. Donc, il y a des jolis résultats mathématiques sur le problème des N-corps, il y a de jolis résultats concrets, et il y a de jolis résultats qui sont purement théoriques. Sur ce problème des N-corps, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu l'ancêtre de la théorie des fractales, dont vous parlera le conférencier dans la semaine prochaine. Hein, cette question de comment le chaos peut engendrer des jolies courbes, etc.
des choses que j'avais mentionnées tout à l'heure sur le fait que la Terre soit ronde, le problème de mesurer longitude, etc. Alors, déjà, on se posait la question de est-ce que les Grecs avaient l'idée que la Terre était sphérique? Oui, ok, ils l'ont eu, etc. Est-ce qu'ils avaient l'idée que qui tournait autour de qui? Ça, c'est moins clair, du moins, ça, c'est bon. Il faut attendre Galilée pour avoir des preuves pour cela. En fait, il y avait des théories concurrentes à celles de Galilée qui marchaient en un sens, mais c'était des équations tellement compliquées que Galilée s'est dit, moi j'ai une autre solution, je dis que la Terre tourne autour du Soleil, okay. Et à ce moment-là, mes équations elles deviennent beaucoup plus simples. Donc c'est un modèle qui me semble beaucoup plus naturel que les autres modèles qui préexistaient. Alors ça marchait super bien, il a réussi à prédire plein de choses, donc il n'y avait pas de doute pour lui qu'il avait raison, etc. Et ça, c'est souvent quelque chose qui guide les mathématiciens, les savants, c'est quand ils trouvent un nouveau modèle, parce que ce n'est qu'un modèle, hein, il n'est pas sûr qu'il soit bien, c'est un modèle, c'est scientifique, parce qu'avec ça, il est capable de faire des expériences, de prédire le futur, il attend, il voit que ça marche, hein, donc c'est de la science. D'autres sont capables de reproduire les mêmes expériences, prennent les mêmes équations, les mesures, voilà, c'est un petit laboratoire, il est capable de prédire le futur, très bien. Et en plus, c'est plus simple que d'autres théories qui préexistent. Et par ailleurs, on réussit même à trouver des phénomènes qui prouvent que les autres théories prédisent quelque chose qui n'est pas la réalité. Ça, il y a d'autres théories, on la met à la poubelle, on garde celle-ci. Donc voilà, c'est un progrès. Sauf que bien sûr, on n'est jamais sûr d'avoir la bonne théorie. La preuve, on attend un petit peu, Newton améliore ça. Pareil, Newton, ces trucs marchent bien. Hein, il est capable de prédire le futur, ça marche très bien. Il prévoit que telle comète va arriver tel jour, elle arrive tel jour, formidable. Donc voilà, on y croit. Mais ça ne prouve toujours pas que c'est la bonne théorie. D'ailleurs, la théorie de Newton n'était pas la bonne. Puisqu'après, Einstein arrive et dit, bah non, il y a tel phénomène. La théorie de Newton a dit que ça doit ça, moi je dis que c'est ça. Et puis on voit, bah oui, Einstein a raison. Donc on met la théorie de Newton à la poubelle. Ok, on prend celle d'Einstein, elle colle bien, elle nous permet d'avoir super GPS et tout ça. Jusqu'au jour où, peut-être, on ne sait pas, on va trouver un phénomène sur lequel la théorie d'Einstein donne quelque chose de faux. Et il faudra remodifier la théorie d'Einstein en quelque chose d'autre. Et à chaque fois, sans doute avec l'idée que la théorie la plus simple sera la meilleure, ce qu'on appelle le principe du rasoir d'Occam, un philosophe anglais il y a très longtemps. Mais vous voyez que dans cette quête incessante, on ne sera jamais sûr d'avoir la bonne théorie. On aura juste une théorie qui marche bien. Voilà, et donc on l'aura préférée aux autres, ou même on saura que les autres étaient fausses. Voilà, c'est une quête incessante. Entre parenthèses, il n'est pas vrai que la théorie d'Einstein soit prédise tout absolument. Il y a plein de choses que l'on peut observer en physique qui ne sont pas explicables par la théorie d'Einstein. Les théories d'Einstein. Donc actuellement, on sait que nos théories, que les théories existantes, ne sont pas bonnes. Donc il y a tout un tas d'autres théories qui sont proposées. Donc c'est lié à ce que vous avez pu entendre, les gens qui cherchent le boson de Higgs, etc., des certaines particules qu'on n'a pas observées, mais pour que les choses fonctionnent bien, elles devraient exister. Donc les gens cherchent cela. S'ils le trouvent, ça va sans doute conforter cette théorie. Ce ne sera pas une preuve que cette nouvelle théorie est la bonne, et c'est un bon signe, etc. Donc voilà, il y a une quête incessante, et on ne sera jamais sûr d'avoir le fin mot de l'histoire. Hein, parce qu'à chaque fois, vous aurez juste quelque chose qui colle bien avec ce que vous observez, mais peut-être que soudainement, un nouvel événement va apparaître et va devoir rebalayer les cartes et trouver d'autres théories. Alors, pour le pendule de Foucault, je montre ça parce que souvent, on se moque un petit peu de nos jours. Ben voilà, oui, quand même, ces savants qui ont condamné Galilée parce qu'il mettait le soleil au centre de l'univers, du système solaire. Mais qui parmi nous est capable de prouver que la Terre tourne autour d'elle-même? C'est quelque chose d'absolument non trivial. Que le Soleil ou que la Terre tourne, enfin, c'était assez logique que l'un des deux tourne. Mais qui tourne autour de qui et comment, ça c'est non trivial. Et le fait que la Terre tourne sur elle-même aussi, c'est non trivial. Et c'est quelque chose qui a été mis en évidence par l'expérience du pendule de Foucault. C'est lié aussi à ce qu'on appelle les forces de Coriolis, qui sont des forces dues à la rotation de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut voir au Panthéon à Paris. Donc, il y avait un petit pendule qui est lancé comme ça,
et avec la rotation de la Terre, il finit par se déplacer. À changer un petit peu son angle. Donc là, voilà. Alors, c'est des choses qui sont non triviales à prouver, imaginer. Alors, bien sûr, il y a de très jolies mathématiques derrière tout ça. Donc, voilà, les forces de Coriolis sont essentiellement ce qui gouverne ça. C'est des forces aussi qui expliquent le sens des cyclones ou le sens du Gulf Stream. Beaucoup de phénomènes sur la Terre qui sont expliqués par ces forces qui sont liées à la rotation de la Terre. Alors, là, ah oui, je voulais parler un petit peu de tout ça. Et, bon, alors, la semaine dernière, j'avais promis de revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le nombre d'or, etc. Alors, je vais l'introduire par le livre de Fibonacci. Donc ça, c'est le livre des abaques, le Liber Abaci de Fibonacci, je crois, de 1202, je crois. Dans lequel, notamment, c'est l'un des livres qui popularise les chiffres arabes qui venaient d'Inde en Europe, même si d'autres personnes l'avaient promis avant. Dès que les Arabes avaient été en contact avec la civilisation européenne, ça s'était un petit peu diffusé chez les commerçants, etc. Il y a un pape, un mathématicien du pape, qui s'appelle Gerbert d'Aurillac aussi, qui avait promu ce système des chiffres arabes. Donc c'est l'un des intérêts de ce livre, mais il y a plein d'autres jolies mathématiques dans ce livre de Fibonacci. Et il y a notamment un petit problème que l'on peut lier à ce qu'on appellerait la génétique des populations, c'est étudier la façon dont une famille de lapins va augmenter en effectif. Donc vous partez d'un petit couple de lapins, donc là, alors, est-ce que je trouve mes petits couples de lapins alors, vous partez d'un petit couple de lapins. Alors, les lapins, en fait, on cette particularité qu'ils ont une gestation rapide. Donc, on peut supposer, on va faire le modèle suivant, au bout d'un mois, quand ils ont un mois, ils peuvent se reproduire, et la gestation dure un mois. Donc, on a... c'est pour simplifier. Voilà, un petit lapin, voilà, et sa femme. Ok. J'aurais dû faire en couleur. Voilà, madame. Donc ça, c'est au tout début. Ok. Alors, au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passe? Une portée de lapin, ça fait beaucoup. Voilà, la maman attend des bébés. Qu'est-ce qui se passe au bout du deuxième mois? Les bébés, ils sont nés. Il y a les parents qui sont là, et qui font des avec la maman qui est encore enceinte, comme tous les mois. Alors, le troisième mois, qu'est-ce qui se passe? Les bébés, ils sont devenus grands. Ok. Eux, ils sont toujours là, mais la maman a accouché de petits bébés. Ils sont là, les petits bébés. Et elle est encore enceinte. Ok. Quatrième-mois, qu'est-ce qui se passe? Les petits bébés, ils sont devenus grands. La maman qui était enceinte, elle a encore accouché de bébés. Bon, là, je fais la maman et ses bébés. Eux sont toujours là. Bien sûr, au bout d'un mois, ils étaient enceintes et ils ont eu leur propre bébé. Bon. Et puis, ça continue comme ça. 1, 6, 7, 8. Et la question que pose Fibonacci, c'est au bout de 24 mois, au bout de 2 ans, combien j'ai de couples de lapins dans mon petit jardin? Alors, on va compter le nombre de couples de lapins. Donc là, j'ai un couple, 2 couples, 3 couples, 5 couples. Alors après, 8. Oh, très bien. Quelqu'un qui a dit 8 et vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, monsieur, vous pouvez expliquer votre raisonnement? Simplement, si vous connaissez la suite. Et ah, c'est l'astuce, ouais. Alors, voilà, je vais vous faire la preuve. Donc oui, le monsieur a raison. Alors, bon, on va donner quand même l'idée de monsieur. L'idée de monsieur, c'est qu'à chaque fois, le nombre de lapins, c'est la somme des deux précédents. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 8 plus 5, 13.
13 plus 8, 21. 34. 55. 89. Bon, là j'arrête. Bon, alors. Voilà, alors est-ce qu'on peut expliquer cette relation? Alors en mathématiques, ça porte un nom. Quand comme ça un nouveau nombre est obtenu à partir des précédents, c'est ce qu'on appelle une récurrence. Une récurrence, et la formule c'est ce que j'ai 2 mois après, c'est ce que j'avais 1 mois avant, plus ce que j'avais 2 mois avant. Donc là c'est mon nombre de lapins que j'appelle... voilà, je vais mettre un F comme Fibonacci. Donc Fn, F indice n, c'est juste le nombre de lapins que j'ai au nème mois. F0, c'est 1. Au début, j'ai juste mon... Au bout de 1 mois, F1, j'ai toujours 1 couple. Au bout de 2 mois, mon nombre de lapins, c'est 2. Au bout de 3 mois, c'est 3. Au bout de 4 mois, F4 égale 5. Ici, au bout de 5 mois, c'est 8. 6 mois, c'est 13, etc. Donc ça, c'est ma suite. F1, F2, F3, F4. Et donc la récurrence, ce qu'on a fait là, allez, mathématiquement, c'est juste que, voilà, le nouveau terme, c'est la somme des 2 précédents. C'est très simple. Alors, bon, ça, on l'a affirmé péremptoirement. Est-ce qu'on peut le prouver, le justifier? Comment le justifier? C'est très simple. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les parents. Les parents, au bout de 1 mois, ils vont avoir des bébés. Ces bébés, eux-mêmes, au bout du 2e mois, vont toujours être en vie et ne vont pas avoir accouché. Donc ça nous donne ce qu'on a 2 mois après. Alors, je vais essayer de le voir là. Si vous regardez ce que je vois ici, alors, ce que je vois ici, ceux qui sont grands parce qu'ils sont adultes, c'est qui? C'est exactement ceux qui étaient vivants précédemment. Ok? Donc ceux qui sont en grand ici, c'est ceux qui étaient vivants précédemment. Donc autant N, si j'imagine que c'est le mois numéro N, ce que j'ai là, c'est, en grand, c'est ceux qui étaient vivants précédemment, et ce que j'avais de vivants précédemment, c'était le terme précédent. Donc, je le refais. Autant au mois N plus 2, ceux qui sont adultes, c'est ceux qui étaient déjà en vie autant au mois N plus 1. Autant N plus 2, ceux qui sont adultes, c'est ceux qui étaient déjà vivants, donc mon nombre de lapins, autant N plus 1. Ok? Et combien j'ai de petits bébés? Au mois N plus 2, combien j'ai de petits bébés? Qui a été capable de faire des bébés? C'est ceux qui étaient déjà adultes 2 mois avant. Parce qu'il faut 1 mois pour devenir adulte et pour les faire. Ok? Et donc 2 mois avant, combien j'avais de couples capables de faire des bébés? Mon nombre de couples, 2 mois avant, c'était... Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée. Ces lapins-là, tous ces lapins-là, 2 mois après, ils ont le temps de faire des bébés, donc ils contribuent, ça va faire le nombre de nouveaux bébés, et tout ça, c'est ceux qui étaient vivants précédemment, et restent vivants précédemment. Donc ça explique la réponse. Bon, ça, c'est quelque chose qu'a trouvé Fibonacci. Puis voilà, il fait mumuse avec cette suite, et ça a une particularité, en fait, c'est qu'elle croît très vite. Ça croît très vite, alors on va pouvoir refaire, plutôt que de faire plein d'additions, on va demander à ma supercalculatrice de faire les additions. Alors, donc ce que l'on a, c'est que le nombre de lapins, alors regardez pas trop ce que je tape, c'est j'écris juste que mon nombre de lapins en temps n, c'est la somme de mon nombre de lapins aux 2 grands précédents. Ok? Regardez pas, il faut... Alors, au tout début, j'ai 1 lapin pour les mois 0 et 1, et sinon, c'est la somme des 2 lapins. Okay. Alors, donc maintenant, combien j'ai de lapins au premier 0 mois? Au mois 1, au mois 2, au mois 3, au mois 4, alors là normalement ça devrait être 5, au mois 1, la somme des précédents. Donc on voit chaque nouveau terme,
c'est la somme des précédents. Ok, pas de problème. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, on peut organiser tout ça de façon un petit peu plus rapide. Ça va nous éviter de faire les additions. Donc on va lui demander le nombre de lapins pour les mois allant de 0 jusqu'à 24 mois. Et là, quand même, ça va être plus rapide que le petit cerveau humain. Donc 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 34 plus 21, 55, etc. Et donc, au bout de 2 ans, dans mon jardin, j'ai 75 025 lapins. J'en fais des lapins dans mon jardin, quand même. C'est pas très bien. Alors, on pourrait se poser la question comme ça, je sais pas, au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, combien j'ai de lapins? Ouh là là. Alors, il faut autant de temps. Non, la virgule. Milliards de milliards, enfin bon, plus que la population sur Terre. Bon, donc c'est quelque chose qui me fera très bien. Alors, on peut pousser un petit peu les choses, et c'est ce que Fibonacci a fait. À quel point ça croît très vite? Est-ce qu'on peut préciser un petit peu à quel point ça croît? Est-ce que par exemple, alors, bon, une chose est claire, ça ne double pas chaque mois. Hein? Pourquoi ça ne double pas chaque mois? Parce qu'il y a un petit temps de latence. Les bébés, ils doivent attendre. Tout de suite, ils ne peuvent pas faire des bébés. Il faut qu'ils attendent un mois. Si les bébés tout de suite pouvaient faire des bébés, ça doublerait à chaque fois. Donc ça ferait 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 112, 224, 224, etc. Donc ça double pas chaque mois, ça va un petit peu moins vite que ça quand même. Ok? Mais est-ce qu'on peut dire par combien c'est multiplié chaque mois? Alors oui, on peut. Alors, comment on peut regarder ça? Bah, par exemple, vous regardez, par exemple, combien vous en avez au bout de 50 mois, et vous regardez combien vous en avez au bout de 49 mois, et ça va nous dire quel est par combien ça a été, donc c'est dans cette fraction-là, on va demander ça. Et donc voilà, chaque mois, le nombre de lapins est multiplié à peu près par 1,61. Donc, au début, j'en ai 2 fois 1,61. Bon, au début, ça marche pas très bien, ça fait presque 3. Et puis, je multiplie comme ça au fur et à mesure. 1,61 fois 1,61 fois 1,61. Et c'est quelque chose qui croît très vite. Multiplier par un nombre comme ça, c'est un petit peu le même principe que les intérêts sur les comptes bancaires. Hein? Sur votre compte bancaire, c'est multiplié par combien? Alors, c'est pas multiplié par 1,61. C'est multiplié. Est-ce que quelqu'un a une idée de par combien est multiplié son compte chaque année? Si on raisonne comme ça. Ce serait pas mal. Bah, chaque année, par exemple, si vous avez un petit placement sur votre compte bancaire, par exemple à 2%, ça augmente donc de 2%, c'est comme multiplié de 1,02. Donc votre compte bancaire, chaque année, il est multiplié par 1,02. 1,02 fois 1,02 fois 1,02 fois 1,02. Ok. Ça augmente. Au bout de 50 ans, ça fait une jolie somme. Bah, on peut regarder, par exemple, 1000 € sur 50 ans. À votre avis? Ça fait plus du double. Plus du double. Intéressant. Est-ce que c'est les intérêts composés? Ouais. Moi, je pense que ça fait beaucoup plus du double, ça fait presque le triple. Hein, alors, donc bien sûr, après, ce qui est formidable dans ces croissances-là, si jamais vous avez des placements à 5%, alors là, on va sentir la différence. Là, c'est pas le double, c'est 11 000, etc. Ceux qui jouent en bourse, si ça augmente, peuvent gagner. Oula, ils sont devenus presque millionnaires. Mais bien sûr, ils auraient pu perdre aussi. Ok. Alors, donc ça, c'est le même phénomène de croissance, hein, c'est un certain nombre que je multiplie par lui-même à chaque fois. Donc 1,61. Alors ce nombre-là, il y a un certain nombre de choses de magiques. En fait, ce nombre-là, à la limite, c'est ça le nombre d'or. Quand je dis à la limite, c'est quoi? C'est que là, j'ai calculé F50 sur F49, mais en fait, il faudrait que je prenne quelque chose comme celui-ci. Donc ça va me donner presque 1. Alors, je ne vois pas la différence, mais si je demande plus de décimales, vous allez voir que ce n'est pas exactement le même nombre. Ok. Alors que, et maintenant si je demande, alors, hop là, donc je vais demander, je ne sais pas, F de celui-ci sur, donc c'est le nombre de lapins au bout de 5000 mois, divisé par le nombre de lapins au bout de 4999 mois. Ok. Et puis je calcule ce truc-là non pas comme une fraction, mais je demande de l'écrire avec des décimales, pour mieux comparer avec celui que j'avais avant. Ok. Ah, j'ai oublié de dire que je voulais avec un décimal. Ok. Alors, oh, bah, ça donne la même valeur. Il faudrait que je demande plus de décimales pour voir la différence.
ça donne la même valeur. Oh, bon, en fait, ça montre quoi ce que je fais là? C'est que cette suite de Fibonacci a une propriété un petit peu magique, c'est que le nombre par lequel c'est multiplié à chaque fois, c'est une formule qui est presque exacte. Alors, ce nombre-là, en fait, on peut l'écrire, il a une jolie formule. Alors, on peut l'écrire, hop là. Donc, celui-ci, c'est pas tout à fait ça. Là. Voilà, donc vous reconnaissez la même suite de chiffres, 1,61, ok. Donc ça peut peut-être vous convaincre que ce que j'ai écrit ici, 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, c'est exactement la limite entre le quotient du nombre de lapins entre le moins n et le moins n plus 1. Okay. Alors, comment on peut prouver ce truc-là? Ça va être peut-être un petit peu fastidieux. En fait, si vous faites l'hypothèse que ça a une croissance de ce type-là, eh bien vous vous mettez dans la formule de récurrence et vous allez montrer que ça veut dire que ce nombre-là, puissance n plus 2 égale ce nombre-là, puissance n plus 1 plus ce nombre-là, puissance n. En simplifiant, on a l'outil à l'équation du second degré qui avait fait horreur à des gens la semaine dernière. On sait résoudre ça, ça donne une formule jolie qui nous donne exactement ce nombre-là. Passons. Ce nombre-là, au passage, il apparaît dans pas mal de problématiques. Des fois, on l'appelle phi, la lettre grecque phi. Est-ce que je suis capable de faire une lettre grecque avec ce logiciel? Je vais essayer de la mettre. Donc là. Ouais, il l'a fait en majuscule, zut. Puis on voit, oui, vous voyez peut-être pas forcément très bien. Voici un phi en grec, souvent on le fait avec une lettre plus arrondie aussi. Alors phi, pourquoi phi? C'est utilisé comme initiale du mot Phidias, qui était un architecte de l'Antiquité, pour lequel on dit qu'il avait utilisé ce nombre-là dans certaines constructions. C'est pas vrai en fait. Il y a toute une mythologie autour de ce nombre-là qu'on appelle le nombre d'or, qui sont des choses qui sont souvent un petit peu reconstruites a posteriori, un petit peu exagérées, etc. Toujours est-il que, pour entrer dans cette mythologie, je vais essayer de trouver peut-être quelques images qui illustrent d'autres apparitions de ce nombre. Ça a l'air de bien sonner. Ah oui, l'homme de Vitruve. Donc, dans ce petit dessin de Léonard de Vinci, donc ce qu'on appelle l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci explique que l'homme, ou un certain nombre de dessins, quand c'est bien proportionné, en fait, rentre dans un ratio qui est justement ce ratio de 1,61, le ratio du nombre d'or. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la divine proportion, c'est un synonyme de nombre d'or, ça apparaît dans beaucoup de travaux en architecture, en peinture, des fois de façon peut-être fortuite, parce que ça collait bien, mais bon, des gens estiment que c'est un rapport qui va souvent nous plaire à l'œil. Donc si vous faites un rectangle dont le grand côté divisé par le petit côté vaut à peu près ce 1,61 qu'on a vu tout à l'heure, le nombre d'or, c'est quelque chose qui va nous paraître agréable à l'esprit. Donc il y a toute une mythologie, je veux dire une pseudo-science là-dessus, puisque bon, on est au-delà des mathématiques, c'est du ressenti de chacun. Et puis, si beaucoup de peintres se mettraient à faire ça, forcément, votre œil, votre esprit va être habitué au fait que c'est agréable d'être comme ça, et ça va vous influencer pour vous dire que, ah bah oui, ce dessin-là, il me convient bien. Ah non, celui-ci me choque, le rapport me paraît bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais etc. Donc il y a un certain nombre de phénomènes aussi dans lesquels ce nombre d'or est supposé apparaître. Voilà, donc un qui est rigoureux, la spirale d'or, ça c'est clair. Donc pour celui-ci, en fait, c'est une construction que vous pouvez faire comme ça au compas, où vous amusez au fur et à mesure à modifier votre écart du compas, à continuer votre spirale à chaque fois en diminuant la spirale du compas, et ça fait une jolie spirale comme ça. Et
une certaine quantité de différentes quantités qui apparaissent dans cette spirale sont liées en fait au nombre d'or. Et il se trouve que, bon, ça c'est quelque chose qui amusait les gens parce que il y a un certain nombre d'escargots, de choses dans la nature qui semblent avoir des courbes proches. Bon, ah oui, ça je pense que c'est un héritage de votre clé USB. Non, je suis désolé. Ah, mais je ne sais plus où est l'image. Non, bon, je ne retrouve pas. J'avais quelques images aussi qui illustraient ça, mais bon, vous pouvez les trouver à différents endroits. Alors, pour ce nombre d'or, il y a... ça, c'est celle que je viens de mettre, la spirale. L'image bon, c'est parce que ça, c'est les autofractales dont tu parleras la semaine prochaine. Non. Ça, je pense que c'est pour la semaine prochaine. Mais non, bah, je ne retrouve pas le... Bon, vous regardez spirale d'or sur Internet, ou le nombre d'or, vous trouverez plein de jolis dessins illustrant ce phénomène. Alors, je pense que le truc, je ne me souviens plus, mais il y a un mathématicien, enfin peut-être amateur, qui a peut-être il y a un siècle ou deux, a repopularisé ça, a prétendu l'avoir trouvé dans plein de choses. C'est contestable, quoi. Vraiment à chaque fois, c'est approximatif. Donc il y a plein de choses comme ça. Si on s'amusait à mesurer certaines proportions de la main, etc. Bon, alors, et puis bon, c'est assez facile. Maintenant, vous savez que ça vaut à peu près 1,6. Vous mesurez tout et n'importe quoi autour de vous, et dès lors que vous allez trouver quelque chose qui vaut 1,6 et puis à une ou deux décimales près, et vous dites ah voilà, c'est le nombre d'or qui apparaît encore. Donc je suis désolé de casser peut-être un mythe, mais j'ai préféré vous montrer uniquement ce qu'il y avait de rigoureux par rapport à ce nombre d'or, hein, qui apparaît dans la suite de Fibonacci, certains phénomènes géométriques, mais dans la vie de tous les jours, il est moins clair. Il y a un autre phénomène où c'est un petit peu discuté, c'est pour la forme de certaines plantes, quand elles croissent, les bras des branches tournent un petit peu au fur et à mesure pour maximiser la façon dont ils vont recevoir l'éclairage du soleil. Ça, c'est quelque chose auquel on peut croire. Et certains modèles peuvent donner quelque chose où les angles successifs de ces écarts entre les feuilles qui vont pousser comme ça est lié au nombre d'or. Voici quelque chose qui peut à peu près faire sens dans la vie de tous les jours pour le nombre d'or. Alors, pour rebondir sur un autre sujet, je voulais un petit peu parler de Turing compagnie. Est-ce que j'ai Turing? Ouais. En lien avec les premiers ordinateurs. Alors, on peut peut-être commencer par la Pascaline. Est-ce qu'il me reste une Pascaline quelque part? La petite Pascaline. Elle est à droite, la Pascaline. Voilà. En bas. Ça, c'est peut-être pas le plus beau dessin, mais là, ouais. Alors, parce que, bon, bien sûr, dans la vie de tous les jours, l'ordinateur est omniprésent de nos jours et indispensable pour mieux décrire le monde qui nous entoure et accéder, etc. L'ancêtre de ça, au-delà des bouliers, des abacs et tout ça, la première machine à calculer, la Pascaline, donc faite par Pascal, dont voici un exemplaire. Alors, vous pouvez voir qu'en fait, elle a un certain nombre de roues, ici, de roues indentées. OK. Et en fait, ça correspond à dizaines, unités, unités, dizaines, centaines, milliers, centaines de milliers, etc. C'est une machine qui était capable de faire des additions, des multiplications. Alors comment ça marchait en fait? Bien, de la même façon que quand on pose une addition ou quand on fait une multiplication, on a des petites retenues, bien les engrenages étaient capables de propager ces retenues. Donc, en revanche, ça ne faisait pas la division. La division, c'est plus compliqué. Et voilà, pour avoir des machines pour faire la division, c'est autre chose. Donc, c'est vraiment dû à Pascal, qui a construit ça qui voulait aider son papa, qui faisait des comptes et tout ça. Pascal, dont on dit aussi qu'il a été un petit peu ingénieur, à qui on doit peut-être la brouette, enfin la birouette, donc ça, avec deux roues, pour plus de stabilité, etc. Et à qui on doit aussi les premiers calculs de théorie des probabilités. En fait, un de ses camarades lui avait demandé quelles sont mes chances de gagner à tel jeu, de dés, etc. Elle avait fait des petits calculs, et
et c'est un petit peu en France avec Pascal qu'est née la théorie des probabilités. Il y a d'autres personnes précédemment qui avaient fait des études des probabilités. Il y a Cardan, dont on avait parlé la semaine dernière, qui a été l'un des premiers en fait à faire des études comme ça, des jeux de hasard. D'autres personnes par la suite ont rebondi dessus, par exemple Casanova. Casanova a joué un petit peu avec le hasard, c'est un petit peu lui qui a développé le système du loto, on va dire. En revanche, en mathématiques, c'était un farfelu. Hein. Il prétendait avoir trouvé des choses, c'était un gros vantard, et puis avec des choses pas rigoureuses du tout. C'était un petit peu, on va dire, savant fou pour ce qui concerne les mathématiques. En revanche, pour la loterie, il a eu une idée assez géniale, en plus taxé par l'État et tout ça. Alors, donc la pascaline commence à être des ordinateurs. Bien sûr, en évolution de cela, il y a... alors, est-ce que j'ai les petites photos? Il y a l'orgue de Barbarie. Je dois plus l'avoir. L'orgue de Barbarie, non. Bon. Alors, donc, l'orgue de Barbarie, je pense que vous l'avez toujours tous déjà vu. Hein, vous avez un jeu de cartes perforées avec un musicien qui tourne comme ça avale les cartes, les trous correspondent à des notes de musique, ce qu'on appelle aussi les limonaires, et on a ici le principe, hein, l'origine des ordinateurs. L'information est stockée sur les cartes, et c'est transformé par une machine. C'est le même principe qui a été utilisé pour les métiers jacquard. Les métiers jacquard, pour automatiser la tisserie, les motifs pour le tissage étaient très compliqués, et donc ils étaient préenregistrés sur des cartes perforées, ce qui n'a pas été sans poser de problème, parce que ça mettait les manutentionnaires, on va dire, au chômage, et donc il y a une révolte importante de ce qu'on appelait les canuts à Lyon, qui a été assez sanglante, et donc déjà à l'époque il y avait une espèce de rébellion contre l'informatisation du travail et tout ça. Mais bon, en même temps, ça a sauvé des vies, parce que des fois il fallait aller sous les métiers à tisser, enfin ça pouvait être dangereux aussi. Enfin, donc ça évolue. Vers 1850 à peu près, il y a une jeune femme qui s'appelle Ada Lovelace, qui était la